Le Nigeria est une terre de contrastes, de diversité et de richesses inestimables, mais aussi une terre de souffrances, de conflits et de luttes intestines. À la fin des années 1960, ces géants africains basculent dans une guerre aussi brutale qu'inattendue. Près de 3 millions de morts, des enfants squelettiques attendent les écrans du monde, des famines ravageuses, des épidémies foudroyantes. Et derrière ces images insoutenables, des causes complexes, profondes, souvent méconnues. Des milliers de civils innocents fauchés par une guerre civile qu'ils ne comprenaient pas, manipulés par des intérêts géopolitiques, économiques et par les jeux cyniques des puissances étrangères. Comme toujours, la France-Afrique rôde dans l'ombre. Les chefs d'État africains sont impliqués, parfois directement, parfois en coulisses. Ces conflits ne furent pas seulement africains, ils furent mondiaux par ses implications et tragiques par ses conséquences. Aujourd'hui, nous vous amenons au cœur de cette tragédie, la guerre du Biafra, une page noire de l'histoire contemporaine qu'il est temps de relire avec lucidité. Mais pour comprendre cette guerre, il faut d'abord remonter bien plus loin, bien avant les colonisateurs, bien avant les frontières tracées à la règle, bien avant les conflits ethniques instrumentalisés. Remontons à l'époque précoloniale. Bien avant l'arrivée des Européennes, le territoire que l'on nommera plus tard le Nigeria était une mosaïque vivante de civilisations florissantes, un carrefour de cultures, d'échanges et d'innovations. Au sud-ouest, le royaume d'Oyo, dominé par les Yoruba, rayonne par sa puissance militaire, sa culture raffinée, ses marchés animés. À l'extrême nord, l'empire du Kanem-Bornou, vieux de plus d'un millénaire, administre un territoire vaste, avec une armée disciplinée et une administration structurée. Plus à l'ouest, les Haoussa, repartis en cités étatiques dynamiques, s'illustrent par leur artisanat, leur architecture et leur commerce sahélien. Tandis que, dans le sud-ouest, les Ibo vivent en communauté autonome, sans roi ni empereur, dans une démocratie villageoise étonnante d'équilibre et de justice sociale. Oui, l'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour exister, penser, bâtir et gouverner. Ces peuples vivaient selon des traditions anciennes, rythmées par la spiritualité, le respect des ancêtres et un lien étroit avec la nature. Le sud luxuriant et tropical contraste avec le nord semi-aride, sahélien, influençant les modes de vie, les techniques agricoles et même les mentalités. Mais cette harmonie relative vole en éclats à la fin du XVe siècle, lorsque les Portugais posent le pied sur les côtes. Ces premiers contacts marquent le début d'un long processus d'intrusion, d'exploitation et de domination. Au début, ce sont des échanges. L'or, les épices, les tissus, puis vient la traite négrière. Des millions d'Africains sont arrachés à leurs terres, des sociétés sont brisées, des royaumes entrent en guerre pour alimenter le commerce triangulaire. Et lentement, l'Europe s'infiltre. Elle observe, elle divise, elle conquiert. Au XIXe siècle, l'Empire britannique étend son influence sur l'intérieur du Nigeria, imposant son administration, son économie coloniale et sa religion. Les identités sont redessinées de force. Les peuples qui n'avaient jamais vécu ensemble sont soudainement fusionnés dans une même entité géopolitique, la colonie du Nigeria. Les Anglais unifient artificiellement le nord musulman, le sud chrétien et le sud-est animiste, en ignorant volontairement les réalités ethniques, culturelles et linguistiques. Ils créent une bombe à retardement. Cette bombe explosera quelques années après l'indépendance, dans un bain de sang appelé la guerre du Biafra. Le 6 juillet 1967, l'Afrique pleure en silence. Ces jours-là, le Nigeria, géant, tout juste sorti des chaînes coloniales, sombre dans un conflit sanglant. La guerre du Biafra. Une guerre civile, dit-on, mais en réalité, c'est bien plus qu'une simple rébellion, c'est l'éclatement d'une mosaïque mal cousue par les colonisateurs britanniques. C'est le cri d'un peuple, les Ibo, humiliés, massacrés, poussés à l'extrême, qui décident de se détacher. Le lieutenant-colonel Odumeku Ojukwu proclame l'indépendance de la République du Biafra, une terre riche en pétrole,
peuplé par une population instruite et ambitieuse, mais désormais menacé par la fureur du reste du Nigeria. Le gouvernement fédéral ne l'accepte pas. La guerre devient inévitable. Très vite, les armes crépitent, les bombardements s'intensifient et le pays se fracture. Ce n'est pas une simple bataille pour un territoire, c'est un choc entre deux visions de l'Afrique. Celle qui veut rester unie malgré les douleurs internes et celle qui exige le droit à l'autodétermination, le droit à la survie, le droit de dire non. Mais derrière les lignes de front, une autre guerre commence, celle des influences étrangères. La guerre du Biafra n'est pas seulement nigériane, elle devient internationale. La France, bien que discrète, soutient activement le Biafra. Le général de Gaulle, dans le contexte de la guerre froide et de l'émancipation africaine, y voit une occasion de contrer l'influence britannique en Afrique de l'Ouest. Les armes affluent via des réseaux opaques, parfois orchestrés par Jacques Foccart, le monsieur Afrique de l'Élysée. Des avions sont livrés, des conseillers arrivent, Paris ferme les yeux, mais ses mains sont rouges. La Côte d'Ivoire, à cette époque dirigée par Félix Houphouët-Boigny, est le premier pays africain à reconnaître officiellement la guerre du Biafra. Reconnu le Biafra. Pourquoi avons-nous reconnu le Biafra? C'est d'abord dans un but purement humanitaire. Et ensuite, parce que nous savons, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas le croire, que la fédération nigériane était une fédération fictive parce qu'elle ne reflétait sur aucune base. Un acte fort, audacieux, risqué, pour Houphouët, ce soutien est autant politique qu'émotionnel. Il voit dans cette guerre une injustice contre un peuple instruit. Chrétien et francophile, il offre des financements, une aide diplomatique et ouvre même ses aéroports aux avions transportant du matériel humanitaire ou militaire. Le Gabon, de Liomba, puis d'Oma Bongo, suit le même chemin. Il devient l'un des principaux relais logistiques du Biafra. L'aéroport de Libreville devient un point névralgique pour l'acheminement des aides et des armes. Le soutien est discret, mais déterminant. Le Gabon sert aussi des passerelles entre les services français et les forces biafraises. Je pense que le général de Gaulle le plus grand de notre époque, je pense qu'il a compris la situation biafraise. Il a compris ce qui passait chez nous. Il a vu clairement l'oppression. Il a vu aussi que nous sommes menacés. Je pense qu'il a décidé de soutenir notre position, peut-être même pas parce qu'il pense que nous avons raison, mais plutôt pour nous sauver. De Gaulle, I regret I never met. De Gaulle, je regrette de ne l'avoir jamais rencontré, mais je le considère comme un des plus grands hommes de notre époque. Lui nous a compris à travers Houphouët-Boigny. Sa compréhension est devenue un pilier sur lequel nous appuyer pour continuer notre résistance. When you have an international personality such as General de Gaulle behind you, understanding. Quand une personnalité de stature internationale comme le général de Gaulle, quand elle vous soutient et comprend votre cause, évidemment, vous vous dites que les autres finiront bien par vous comprendre à leur tour. Je me suis servi de ça chez nous pour encourager les gens et leur redonner le moral. Continuez, continuez. De Gaulle nous reconnaîtra bientôt. Pendant ces temps, le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, choisit son camp, celui du gouvernement nigérian.
Il fournit des avions de chasse, des mitrailleuses, des chars, officiellement pour préserver l'unité nationale, officieusement pour défendre ses intérêts pétroliers dans le delta du Niger. Le Nigeria devient un allié stratégique, un client fidèle, un géant qu'il ne faut pas lâcher. L'URSS, bien qu'idéologiquement éloignée du régime nigérian, saisit l'occasion d'installer une influence dans un pays stratégique d'Afrique de l'Ouest. Elle livre aussi des armes à Lagos. Israël, qui reconnaît tôt les potentialités stratégiques de cette région pétrolière, apporte un soutien logistique et un renseignement dans un jeu d'équilibre entre morale et géopolitique. Mais au-delà des armes et des discours, le vrai drame est ailleurs. Dans les villages, dans les hôpitaux vides, dans les ventres creux. Le blocus imposé par le gouvernement nigérian devient une arme de destruction massive. Plus rien ne passe. Ni nourriture, ni médicaments, ni espoir. Des millions de civils sont pris au piège. La famine devient systémique. Elle est planifiée, utilisée comme levier militaire. Les enfants meurent à petit feu. Un génocide est en cours. Des centaines de milliers de gens sont morts de faim ou ont été massacrés. Des centaines de milliers d'autres sont condamnés. Le silence aujourd'hui n'est plus possible. Et pour ma part, je me refuse à me faire le complice de ces crimes internationaux. Au Biafra, ce n'est pas seulement l'Afrique qui est en cause, mais une certaine idée qu'on s'est fait de l'homme. Que penser d'un gouvernement qui n'a pas hésité à donner l'ordre d'abattre les avions de la Croix-Rouge qui a fait bombarder samedi dernier l'aérodrome, que le Biafra ont démilitarisé et placé sous la responsabilité de la Croix-Rouge internationale, laquelle avait avisé officiellement les gosses. Le ventre gonflé par la malnutrition, les yeux immobiles, les peaux collées aux os. La communauté internationale regarde, elle voit, mais elle tergiverse. Seules quelques organisations comme la Croix-Rouge, Caritas et surtout les pionniers des médecins sans frontières brisent le mur du silence. Des médecins français, suisses, belges volent clandestinement vers le Biafra. Ils soignent, ils sauvent, ils dénoncent. C'est là qu'est né l'humanitarisme moderne. Celui qui parle, celui qui accuse, celui qui refuse la neutralité complice. Et pendant ce temps, Ojukwu tient bon. Il multiplie les discours, les interviews, il mobilise la diaspora, mais la guerre s'enlise. L'isolement grandit, les lignes se resserrent. En 1969, le Biafra est à genoux. Les troupes fédérales avancent. Le territoire se réduit à peau de chagrin. Le 11 janvier 1970, Ojukwu quitte le pays et s'exile en Côte d'Ivoire. Je suis vivant aujourd'hui grâce au président Koufoué. C'est le président Koufoué qui m'a pris comme un fils. Je suis arrivé ici avec $60 américains dans la poche parce que je ne savais pas que je vais rester pendant des mois et des mois pour pouvoir manger chaque matin, 3 fois par jour. On m'apportait la nourriture à la maison de la présidence. Bien sûr, un homme actif comme moi, après 2 ans de réflexion, j'ai décidé un jour, je dis au président, vraiment, je suis complet, vous m'avez aidé, vous avez fait tout pour me rendre confortable ici, mais autant comme je ne peux plus me réveiller le matin, voir ma nourriture arriver 3 fois par jour et aller me coucher le soir. Ce n'est plus possible. Je veux travailler. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Pour moi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vu la situation à San Pedro. Je sais qu'il y aura beaucoup de constructions et je l'ai demandé s'il pouvait me mettre en contact avec des gens parce que je pense qu'il y aura un grand besoin de sable pour les constructions. C'est comme ça que j'ai commencé. Le 15 janvier,
Ses officiers déposent les armes, la guerre est finie. Mais le silence qui suit est plus bruyant que le fracas des armes. Entre 1 et 3 millions de morts, une génération brisée, un pays traumatisé, des plaies invisibles mais profondes. L'unité est proclamée, mais la méfiance reste. Les Ibo, marginalisés pendant des années, gardent en eux le souvenir amer d'un abandon. Et aujourd'hui encore, la guerre du Biafra reste un tabou au Nigeria, un non-dit historique, une cicatrice que l'État tente d'oublier, mais que le peuple, lui, n'a jamais refermée. Cette guerre fut plus qu'un conflit ethnique, elle fut un miroir. Le miroir d'une Afrique encore piégée par les frontières coloniales, le miroir d'un monde qui sacrifie des peuples sur l'autel des ressources, le miroir d'une humanité qui regarde mourir et qui détourne le regard. La guerre du Biafra, c'est l'histoire d'un peuple qui a crié sa soif de liberté, mais que personne n'a vraiment écouté. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao. Certainly right when you say that the situation is critical. Évidemment, la situation est critique. You are, like many people, wondering whether or not. Mais je crois qu'elle peut encore être renversée par la force des armes. Situation militarily. I think so. The situation is difficult. I have never minimized. Je n'ai jamais sous-estimé l'issue de notre lutte. Mais la situation n'est pas désespérée. It's impossible. The enemy has worked following routes. L'ennemi s'est emparé des routes et de certaines villes. Tout cela évoque le Vietnam, où les Américains n'ont pas réussi à remporter la victoire. Quelques armes peuvent renverser la situation au Biafra. Mais même si ces armes n'arrivent pas, nos soldats combattront courageusement derrière les lignes ennemies. Gowon, de son côté très lucide, lui répond. Ojukwu, en fait, il est assoiffé de pouvoir. C'est un comédien qui a la folie des grandeurs. Ce n'est pas un soldat, c'est un playboy.